C'est une rue. Elle s'est habillée de bruit, d'agitation, de fébrilité joyeuse. On dirait une fête. Pourtant, la joie semble retenue, comme teintée de gravité. Nous sommes en août 1914. Les blés s'impatientent de moisson, en France et partout en Europe. C'est la seule préoccupation qui vaille en cette période de l'année. Chaque paysan le sait. Jean Jaurès le savait, qui se présentait comme un paysan cultivé. Paysan, ainsi que le tenta son père, dans la campagne tarnaise, près de Castres. Il avait conservé le parler paysan, lui qui maîtrisait parfaitement la langue française. Sans doute est-ce de cet amour de la nature que naquit son amour de l'humanité et son combat incessant contre la guerre. C'est ce combat qui fut directement la cause de son assassinat. Mais où vont tous les garçons du temps qui passe? Mais où sont tous les garçons du temps passé? Lorsque le tambour roula, se sont faits petits soldats. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais au bord Les peuples de l'Europe du XXe siècle n'ont pas tous choisi le régime qui organisera leur vie sociale. La France et les territoires qu'elle a colonisés est une république. Ces autres pays sont des monarchies parlementaires. Ces pays sont des monarchies dans lesquelles le régime parlementaire fonctionne mal. L'Allemagne et l'Empire austro-hongrois sont des monarchies autoritaires bien qu'existe un parlement. Enfin, la Russie et l'Empire ottoman sont des régimes sans aucune démocratie. L'utilisation du charbon pour fabriquer l'acier va provoquer le fantastique développement industriel de l'Europe au XIXe siècle, notamment en Angleterre, en France et en Allemagne. De gigantesques richesses vont se créer. Mais la faiblesse des salaires et les très difficiles conditions de travail créent chez les ouvriers un fort sentiment d'injustice. Dans tous les pays d'Europe, la classe ouvrière s'organise dans des syndicats qui vont se développer rapidement, notamment en Allemagne, en Angleterre et en France. En 1913, les syndicats de 19 pays européens, forts de plus de 7 millions d'adhérents, fondent la Fédération syndicale internationale. Parallèlement à ce mouvement syndical qui revendique de meilleures conditions de travail et de salaire, émerge un mouvement politique dont la philosophie est le partage des richesses entre tous, le socialisme. La pensée socialiste s'organise dans tous les pays d'Europe. Ils se rassemblent dans l'internationale socialiste. En France, les différents courants socialistes se rassemblent et s'unissent au sein de la section française de l'internationale ouvrière grâce aux incessants efforts du député du Tarn, Jean Jaurès. Jaurès a été élu député par les mineurs et les paysans de Carmont, petite ville du Tarn. Au contact des mineurs, des ouvriers et des paysans, ses convictions républicaines vont évoluer vers le socialisme.
À l'Assemblée nationale, sa voix sera la leur. Jaurès veut que la République soit affirmée dans l'atelier comme à l'Assemblée. Cela ne va pas de soi pour ceux qui possèdent. Ce mouvement vers le socialisme est méprisé, puis combattu par les gouvernements européens qui n'acceptent pas cette remise en cause de la redistribution des richesses. Pour les États européens, la richesse donne la puissance. La puissance permet de s'accaparer d'autres richesses. Leur diplomatie et les alliances sont au service de cette appréciation. En 1882 est formée la Triple Alliance. La Triplice, c'est son nom, veut isoler diplomatiquement la France et entraver son expansion coloniale. 25 ans plus tard, en 1907, la France, l'Angleterre et la Russie créent la Triple Entente. Ces traités prévoient que les nations alliées se portent au secours de celles qui sont agressées. Les rois et empereurs européens sont pourtant tous parents, descendants d'une reine d'Angleterre, Victoria. L'un de ses petits-fils, George V, est le roi d'Angleterre en 1914. Il a pour cousin le tsar Nicolas II qui règne sur la Russie. Celui-ci a épousé une princesse allemande, elle aussi petite fille de Victoria et cousine de l'empereur allemand Guillaume II. Guillaume II d'Allemagne et le russe Nicolas II sont cousins. Bien que d'une même famille, ils se détestent, s'épient, se jalousent dans un égal mépris de leur peuple, dont ils exigent soumission et vénération. Guillaume II envie la puissance maritime dont dispose son cousin anglais, le roi George V. Guillaume II va développer la marine de guerre allemande pour rivaliser avec l'Angleterre. Il envie aussi la puissance coloniale de l'Angleterre et de la France. Il veut des terres colonisées sous domination allemande et renforce son armée en hommes et en armement pour de nouvelles conquêtes. Entre l'Allemagne et la France s'amplifie depuis que la France a entrepris la conquête du Maroc. Par le jeu des alliances, cette rivalité fait peser sur toute l'Europe des risques de guerre. Le jeune mouvement socialiste européen, dans lequel Jean Jaurès a pris une place prépondérante, prend au sérieux ces risques de guerre. Jaurès, inlassablement, veut convaincre tous les socialistes européens de prendre position contre la guerre. Toujours votre société est violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état d'apparent repos,
Elle porte en elle la guerre comme une nuée dormante porte l'orage. Messieurs, il n'y a qu'un moyen d'abolir la guerre entre les peuples. C'est abolir la guerre économique. Le désordre de la société présente, c'est de substituer à la lutte universelle pour la vie un régime de concorde sociale et d'unité. À Copenhague, en 1910, l'internationale socialiste se rallie aux idées de Jaurès et précise les moyens à utiliser pour empêcher la guerre. Dans tous les pays d'Europe, les socialistes, pacifistes, doivent provoquer une agitation et mener des actions populaires pour dénoncer l'escalade militaire. Et simultanément, appeler à la grève générale ouvrière contre l'enrôlement militaire si la guerre est déclarée. L'empereur d'Allemagne, Guillaume II, est à la tête d'une armée de 800 000 hommes pour une population de 67 millions d'habitants. Il multiplie les parades et défilés militaires, provoquant de l'inquiétude chez ses voisins. À ce propos, écoutons ce qu'en dit M. Antoine Pro. Pour rétablir l'équilibre, l'état-major français veut prolonger le service militaire qui durait 2 ans depuis 1905. Puis, le gouvernement demande au Parlement de voter une loi pour faire passer le service militaire de 2 à 3 ans. Cette loi divise très profondément l'opinion. La droite la soutient, elle veut y voir l'échec des républicains et de la conception égalitariste du service militaire qui inspirait la loi de 1905. Les socialistes et la CGT la combattent résolument en raison de leur antimilitarisme traditionnel. Mais les socialistes préconisent aussi une autre conception de la défense nationale. Jaurès dénonce dans cette loi une solution de facilité, une conception périmée. La défense nationale, pour lui, comme pour les socialistes, doit reposer sur le peuple en armes dans ses milices. C'est au fond l'esprit des levées en masse de la Révolution française. C'est pourquoi l'adoption de la loi de 3 ans ne fait pas cesser le débat et les élections de 1914, les élections législatives de 1914 vont se faire droite contre gauche pour ou contre la loi de 3 ans. Et c'est la gauche qui l'emporte. Mais comme le service a été prolongé, il y a un peu plus de 800 000 hommes dans l'armée active et la France est pratiquement à égalité avec l'Allemagne quand sonne le tocsin d'août 1914. Ce tocsin, qui n'arrête pas de sonner depuis l'assassinat de l'héritier du trône austro-hongrois, l'archiduc François Ferdinand, à Sarajevo, le 28 juin 1914. Juillet s'étire et s'achève. Il fait chaud, les blés promettent une belle moisson. Pour se gouverner, le peuple de France, voulant l'abrogation de la loi de 3 ans, a choisi une majorité de gauche. Jaurès, sur ce point, a gagné. Il continue son combat contre la guerre, multiplie les articles dans le journal qu'il a fondé, l'Humanité. Si la guerre éclate, Jaurès est convaincu que ce qui appartient à la patrie, principalement les droits de l'homme et les droits sociaux obtenus par les luttes de la classe ouvrière, sera balayé. Il faut refuser la guerre, tel est son message. La presse se déchaîne contre lui, l'accuse de collusion avec l'Allemagne.
On l'appelle Air Jaurès. À la Chambre, il est hué par les députés de la droite et de l'extrême droite. Dans le journal L'Action française, Paul Déroulède titre un de ses articles. L'écrivain Charles Péguy écrit: Dès la déclaration de la guerre, la première chose que nous ferons sera de fusiller Jaurès. Nous ne laisserons pas derrière nous ces traîtres pour nous poignarder dans le dos. Quant à Léon Daudet, le 23 juillet 1914, une semaine avant l'assassinat de Jaurès, il écrit: Nous ne voudrions déterminer personne à l'assassinat politique, mais que Jean Jaurès soit pris de tremblement. Jaurès n'en a cure. Il redouble d'efforts. Il se déplace en France, en Europe. Lyon-Vèze, 25 juillet. Bruxelles, le 29 juillet. Au milieu des vociférations, des cris de haine contre lui, et tandis que les premières déclarations de guerre ont eu lieu, Jaurès continue son combat de député et de journaliste. « La paix reste possible !» écrit-il ce 31 juillet. Il continue. « Il suffit d'un peu de sang-froid. » Tout au long de cette journée, il multiplie les rencontres, écrit. Ce soir, il doit encore rédiger son article pour le journal du 1er août. Mais avant cela, Jaurès souhaite se restaurer dans ce café où il a ses habitudes, le café du Croissant. Avec quelques amis proches, il affine la stratégie de la dernière chance pour la paix et prépare l'article qu'il publiera le lendemain. Ils ont tué Jaurès! Ils ont tué Jaurès. Dans son éloge funèbre, Léon Jouot, secrétaire général de la CGT, tout en saluant la mémoire de Jaurès, prépare la gauche à entrer dans un gouvernement de guerre. Le président Poincaré appelle le même jour à l'union sacrée de tous les partis politiques, de tous les Français pour lancer le peuple dans la guerre. Un mouvement analogue se produit en Angleterre, en Russie ou en Allemagne. Le SPD, Parti socialiste allemand, votera l'entrée en guerre en août 1914. Jaurès aura été tué 2 fois. Et tandis qu'on restait à regarder cet être, comme on voit une ville en flammes disparaître, tandis que l'air, sensible, où se taisait l'écho, baisait le pur visage aux paupières fermées, l'histoire s'emparait, éplorée, alarmée, de ce héros tué en avant des armées. Grand esprit, abattu la veille des combats, c'est pour votre bonté qu'on ne vous aimait pas. Grand esprit, abattu la veille des combats, c'est pour votre bonté qu'on ne vous aimait pas. Il est fait de tant de croix, le temps qui passe. Il est fait de tant de croix, le temps passé. Pauvre tombe de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur les tombes du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour?
Quand saurons-nous